Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 3 questions A. Vous l'avez sûrement compris, l'émission qui vous donne les clés de compréhension de ce qui fait l'actualité politique, économique, culturelle ou sociale, aussi bien qu'à l'échelle nationale qu'internationale. Aujourd'hui, notre invité répond sous le nom de Souleymane Ba. Souleymane Ba est expert en relations internationales et stratégiques et analyse géopolitique et diplomatique. Monsieur Souleymane Ba, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, journaliste, je suis content de l'invitation. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire au niveau du Sahel. D'accord. Donc nous allons d'abord commencer par à parler de qu'est-ce qui est à l'origine de cette instabilité notée dans cette zone, monsieur le professeur. Voilà. Bon, merci pour la pertinence de la question, mais je pense qu'avant de parler des origines, il est important d'abord que l'on signale comment ces instabilités sont en train de se manifester au niveau de ce vaste espace ou bien de cet ensemble géopolitique. Ce que je peux signaler ici est que le Sahel est miné depuis bien des années par des vulnérabilités qui sont d'ordre divers et variés, se manifestant parfois par des attaques, pour la plupart du temps par des attaques terroristes, perpétrées par beaucoup de mouvements terroristes dont le nombre n'est pas fixe parce que ça évolue et c'est animé aussi par des fissions et scissions. Il y a la criminalité, la grande criminalité ou bien la criminalité organisée. Il y a des conflits armés qui sont dus au contrôle du pouvoir, c'est-à-dire la lutte pour les contrôles de pouvoir. Il y a les ressources naturelles qui aussi se présentent comme étant des facteurs de clivage. Des enjeux économiques. Voilà, des facteurs de clivage parce que l'exploitation d'une ressource fait l'objet parfois de conflits ou bien de guerres. Et c'est ça qui anime, ou bien ça qui amène un éclatement territorial. Et ces ressources naturelles aussi se présentant souvent sur les frontières entre des États de ce vaste espace, peuvent aussi créer parfois des conflits interétatiques. Mais l'insécurité à laquelle nous assistons dans ces différents pays, au niveau interne de ces États, est symbolisée pour la plupart par des attaques terroristes et l'immigration clandestine ou irrégulière. Alors, si nous devons faire un peu de la géographie pour délimiter un peu cette zone, ça commence d'où jusqu'à où pour permettre à ceux qui nous regardent. Oui, essentiellement aujourd'hui on parle de la question dont nous sommes en train de discuter aujourd'hui porte essentiellement sur le G5 Sahel qui compte 5 États, à savoir le Mali, la Mauritanie, le Burkina, le Niger et le Tchad. Mais on ne peut pas se limiter uniquement à ces espaces parce que quand on fait une étude géopolitique, il est très bon de prendre en charge les espaces limitrophes. Et aujourd'hui, si on va parler des espaces limitrophes de ces États, de ces 5, il est pertinent de signaler le cas du Sénégal, le cas du Nigeria et le Cameroun. Voilà, donc c'est un vaste ensemble quand même qui est spécifié parce que le nombre d'États qui le composent est bien dénombré. Voilà. D'accord. Alors, justement, par rapport à cette instabilité notée dans cette zone, vous avez un peu plus ou moins identifié les enjeux qui sont là-bas et ce qui peut-être ont créé un peu cette instabilité. Maintenant, nous avons vu, on va un peu convoquer ce qu'on appelle l'actualité. Le sommet Pau qui a été tenu au niveau de la France, plus précisément dans la ville de Pau. Et ce sommet-là, quelle analyse pouvez-vous nous faire par rapport justement à la tenue de ce sommet? Voilà, vous savez, si on convoque un peu l'histoire récente, on peut dire que tout est parti de la guerre du Mali, qui est née d'un prolongement du conflit libyen, qui lui-même aussi est intervenu dans le contexte du printemps arabe, qui a commencé particulièrement en Tunisie. Ensuite, en Tunisie, ça a fait l'objet du départ de l'ancien président Zine Abedine Ben Ali, qui est décédé l'année dernière. Ensuite, c'est arrivé en Égypte et ce printemps arabe a fait l'objet de beaucoup de morts avec le départ de Hosni Moubarak et ensuite en Libye. En Libye, on a assisté aussi à la tuerie de Kadhafi. Donc, vous savez, la gouvernance de Kadhafi était centrée trop par la stratégie militaire parce qu'il a été révélé que dans l'armée libyenne,
il y avait un nombre important de combattants d'origine malienne, qui sont des Touaregs. Alors qu'au Mali, depuis bien longtemps aussi, il y a un mouvement de revendication indépendantiste qui s'appelle MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui lutte pour l'indépendance du Mali. Mais le groupe n'était pas très bien structuré. Mais il a été propulsé par le prolongement de la guerre de la Libye. Quand on a renversé le régime de Kadhafi, ces soldats ou bien ces combattants libyens étrangers d'origine malienne n'avaient pas le choix. Leur choix le mieux indiqué, c'était de retourner au bercail. Et ils sont venus avec beaucoup d'armes qui n'étaient pas contrôlées. Et l'éparpillement de ces armes-là a créé beaucoup de problèmes au niveau du Mali. Maintenant, cela s'est ajouté aussi au terrorisme perpétré par le mouvement Moudjahou, c'est-à-dire le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il y a le AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a en Sardine, il y a Moudjahou que je viens de citer. Donc ces mouvements terroristes souvent sont animés par parfois des éclatements ou bien des fusions. Et aujourd'hui, les groupes terroristes les plus en vogue au niveau de cet espace sont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique dans le Grand Sahara qui est dirigé par Abu Abnan Walid al-Sahraoui. Donc ces problèmes ont créé beaucoup d'instabilité au niveau de ce pays et à ça s'est ajouté des difficultés de gouvernance. En ce moment, ça s'est répercuté sur une faiblesse de l'État et le Mali est devenu un État failli. Donc voilà essentiellement ce qui peut être à l'origine de la situation d'instabilité où se trouvent les États de cet espace. Maintenant, si je reviens rapidement sur la question telle que vous me l'avez posée, depuis quelques mois, il s'est avéré que la France est en train de souffrir d'un sentiment anti-français de la part des populations de certains parmi ces pays, les 5, mais particulièrement des Maliens et des Burkinabés. La star malienne Salif Keïta a fait une sortie au cours de laquelle il a tenu des propos traduisant que c'est la France qui est à l'origine de la montée en puissance du terrorisme. Si les Français se retirent militairement du Mali et qu'ils laissent les Maliens eux-mêmes régler leurs problèmes, je pense que le Mali pourrait être capable de gérer ses propres problèmes. Mais en oubliant que quand il y a eu la guerre au Mali en 2012, au lendemain du renversement du pouvoir de ATT, Amadou Toumani Touré, il a fallu que la France intervienne pour que les forces de la CEDEAO aussi aillent y intervenir. Et cela a participé par le canal de l'opération Serval à la stabilisation du Mali. Et en ce moment, la communauté internationale s'est impliquée par la MISMA, c'est-à-dire la mission internationale de soutien au Mali, qui s'est transformée en ce moment en MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. La France, dans le cadre de son intervention de l'opération Serval, a élargi son spectre d'intervention en lançant l'opération Serval. Donc Emmanuel Macron, le président de la République de la France, ne pouvant pas digérer ces propos qui me semblent être gratuits, que ces Maliens ou ces Burkinabés tenaient à l'encontre de la France, a lancé un appel sous forme d'invitation, que beaucoup même appellent par convocation, pour que les chefs d'État, ses homologues burkinabés, Maliens, Nigériens, et Tchadiens et Maliens aillent éclaircir leur position par rapport à leur collaboration militaire avec la France. Est-ce qu'ils étaient d'accord sur la présence de la France, c'est-à-dire continuer à collaborer militairement avec la France, ou bien ils ne sont pas d'accord sur la présence de la France au sein de leur territoire. C'est ça la raison. Si vous permettez, par rapport justement, si on se penche un peu sur le cas du Mali, on a vu que l'opération Serval a été lancée avec succès en 2013. Mais maintenant, cette opération est remplacée par l'opération Barkhane. Est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte une absence de résultats par rapport à cette opération, raison pour laquelle les populations demandent tout simplement le retrait de l'armée française au niveau du Mali? Oui, vous savez, une opération militaire, sa stratégie ne devrait pas être à la portée de n'importe qui.
Ce sur quoi les gens s'attendent de dire que, c'est-à-dire quand on dit atteinte d'objectif d'une opération militaire, c'est pas quelque chose qui se produit comme un événement officiel, c'est pas une cérémonie, mais ça se fait progressivement. L'opération s'est inscrite sur la longue durée, pour une durée bien déterminée, mais il faut voir quels sont les objectifs qui sont définis, pour voir d'ici à la fin de l'opération, est-ce qu'il y aura des acquis ou il n'y aura pas d'acquis. Mais on ne peut pas arrêter une opération en si bon chemin pour dire que voilà, aucun résultat n'a été noté. Mais n'oubliez pas que quand cette opération n'a pas seulement une dimension de violence, il y a des formations qui se tiennent à l'intérieur. L'armée française participe à la formation de soldats de ces pays où elle est présente. Je pense que ça, c'est... Donc, si on devrait faire une différenciation par rapport aux deux opérations, mais l'opération, par exemple, Serval, on a senti automatiquement peut-être les résultats. Est-ce que l'opération Barkhane... Oui, c'est parce que tout simplement, au cours de l'opération Serval, c'était une diplomatie militaire. On a utilisé une diplomatie de la violence pour faire la guerre aux terroristes qui instabilisaient le pays. Mais dans le cadre de l'opération Barkhane, il y a l'utilisation de la violence en combattant directement les terroristes ou bien les criminels, mais aussi il y a le partage de l'information et aussi la formation des soldats, mais aussi aider ces États qui me semblent être faillis, particulièrement le Mali, à reconstruire et à consolider leur État. Donc si on s'attend uniquement à dire que voilà un groupe terroriste qui est là, qui est considéré comme étant une cible, il faut coûte que coûte tuer l'ensemble des membres de ce groupe terroriste, et si on n'arrive pas à neutraliser tous ces terroristes-là pour dire que oui, l'opération n'a pas atteint ses objectifs, je pense que ça peut me sembler être... Mais l'année 2019, tout de même, a enregistré beaucoup plus d'attaques que les années précédentes. Oui, mais n'oubliez pas que aussi, c'est pas seulement dans le camp des soldats français, maliens qu'il y a eu des morts. On a tué à bien des égards, on a tué dans le camp des soldats maliens, dans le camp des soldats burkinabés, comme aussi dans le camp des soldats français. Oui, les 13 soldats qui ont péri. Exactement. Donc ça, c'est un élément très important quand même à signaler pour essayer de pérenniser la collaboration qu'il y a entre ces deux États. Oui. Mais pour le cas du Mali, est-ce que... Et l'autre élément qui me semble aussi important, lutter contre des terroristes n'est pas une chose aisée. Lutter contre une personne qui a renoncé à sa vie, je pense que cette affaire-là se présente aujourd'hui comme étant l'obstacle majeur. Parce qu'on ne connaît pas le stage. La manière dont les États se préparent, la manière dont les armées se préparent pour lutter contre ces terroristes, la manière dont ils tiennent des réunions secrètes pour lutter, pour construire ou bien planifier des stratégies de guerre, c'est de cette même manière qu'ils sont suivis par des terroristes, c'est de cette même manière que les terroristes aussi s'organisent, la manière dont on regroupe des fonds dans le cadre de ces opérations, c'est de cette même manière aussi que les terroristes s'organisent aussi pour savoir comment faire pour évoluer dans le sens de leur mode opératoire, pour éviter parfois aussi qu'il y ait des pertes dans leur rang. Justement, par rapport, si on se pense un peu, si on regarde un peu la carte du Mali, on sait que quand même il y a un peu le statut de l'État-nation qui pose un peu problème au Mali, parce qu'on a vu qu'il y a une fracture, une fissure entre le nord et le sud. C'est vrai que on a eu à recevoir, je crois, dans l'une de nos émissions, un collectif comme Tombouctou réclame ses droits, qui se sentent un peu laissés à eux-mêmes par le chef d'État malien du moins. Voilà. Est-ce que quelque part, la population qui est au nord n'a pas raison de réclamer un peu cette indépendance? Oui, pas réclamer l'indépendance, mais je dirais faire une revendication citoyenne, parce que le Mali ne se limite pas au sud ni au nord, mais c'est l'ensemble du territoire malien. Et ce n'est pas uniquement un problème dont les Maliens souffrent. Si vous prenez la carte du Sénégal, comment est positionné Dakar par rapport à l'intérieur du pays? Dakar, c'est tout juste un angle. Le Mali aussi, tel est le cas. La capitale est trop centrée vers le sud, en laissant un vaste espace du nord. Donc je pense que cette organisation territoriale, prenant en compte les déterminants géographiques, le Mali en tant que pays très sous-développé, ses ressources financières ou bien économiques ne lui permettent pas quand même de lancer l'ensemble du territoire dans une dynamique de développement. Donc ceci étant, les populations du Nord se sentant quand même comme
inclus dans la population malienne ont véritablement le droit, pas de revendiquer pour une indépendance, parce que les États africains étant pour la plupart des États pauvres, ne peuvent pas passer tout le temps à réclamer une indépendance, mais des réclamations citoyennes pour que les programmes de l'État, les politiques de développement ou bien les politiques publiques de l'État puissent prendre en compte l'ensemble du territoire. Si tel n'est pas le cas, ça peut se transformer aussi en des vulnérabilités qui vont participer à la stabilisation. Mais la dimension du Mali tout de même, peut-être vous l'avez fait, vous avez un parallèle avec ce qui se au Sénégal, mais je trouve que quand même la dimension du Mali, c'est peut-être 2 fois la France. Est-ce que là-bas également, l'État malien, là où il est centré, il peut prendre en compte les considérations du Nord? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut une bonne politique de décentralisation, de réorganisation du territoire. C'est ça l'important de la géographie économique. Comment faire pour localiser les activités économiques? Quels sont les facteurs économiques qui animent, ou bien qui peuvent sous-tendre cette politique économique? Si on arrive à bien planifier ça, ça ne va pas se déclarer sous forme de développement, mais graduellement, je pense qu'on peut y arriver. Mais le problème dont les Maliens souffrent sur le plan de la situation de la capitale ou bien le rapport entre le nord et le sud, je pense que beaucoup de pays en Afrique en souffrent. C'est ça même qui se répercute au niveau de la Libye. Entre le Fezzan, la Tripolitaine et la Cyrénaïque, il n'y a pas de cohésion sociale. Au Sénégal aujourd'hui, si on n'est pas arrivé à ce niveau, parce que le Sénégal est une société assez bien structurée, il y a une cohésion sociale. Et cette cohésion sociale sous-tend la stabilité. Et dans un pays où il y a la stabilité, je pense qu'on peut espérer quand même un jour arriver à un développement. Mais s'il n'y a pas de cohésion sociale, comme le cas du Mali, les vulnérabilités vont toujours rester et vont saper les projets de développement économique. D'accord. Alors, l'autre aspect, c'est peut-être l'aspect économique. Au nord, on sait que quand même, il y a des ressources naturelles qui sont là-bas. Et dans tout conflit, pour la plupart, il y a des soubassements économiques. Est-ce que, on accuse par exemple la France d'avoir peut-être un agenda caché par rapport au nord. Quelle analyse pouvez-vous faire par rapport justement à ce qui avance là? Je pense que l'implication de la France dans ce conflit peut être justifiée. Le Mali, depuis qu'il a traversé la guerre, vous savez, un pays, quand il sort de la guerre, il se présente comme un marché. Et quand il devient un marché, forcément, les investisseurs vont venir. La France, dans le cadre, après l'opération Serval, ou bien depuis bien des années d'ailleurs, a fait beaucoup d'investissements économiques au niveau du Mali. Et il ne peut pas investir pour perdre, on investit pour gagner. Donc ce qui fait que sa présence militaire me semble être l'un des moyens les mieux indiqués pour elle, pour sécuriser ces investissements. Mais les instabilités qui se font lire au niveau du nord du Mali, je vous ai dit qu'il y avait des appétits indépendantistes qui sont perpétrés ou bien qui sont exprimés par le MNLA. Mais depuis quelque temps, on s'est rendu compte que dans ces instabilités, c'est comme si les terroristes ont pris le dessus. C'est-à-dire c'est les contestations ou bien c'est les actions des terroristes qui se couvrent d'une dimension religieuse que nous constatons, comparé aux activités du MNLA. Mais en réalité, ils se couvrent de l'islam, pour dire que oui, c'est pour créer un nouvel État au nord du Mali, qui aura pour loi de législation l'islam. Mais c'est sur quoi les gens se trompent en général, et qu'il faut qu'on fasse une différence entre islam et islamisme. Au nord du Mali, moi, ce n'est pas l'islam que je vois en tant que religion révélée, parce que l'islam est une religion parfaite, une religion modérée, une religion de paix, et une religion même d'économie. On l'a vu dans beaucoup de pays. Mais l'islamisme, quant à lui, je peux le définir comme étant une sorte de transformation des principes religieux dogmatiques en outil politique ou bien en outil économique. On instrumentalise l'islam à d'autres fins. Et je pense que c'est ça que les terroristes sont en train de faire. Ils disent oui, c'est pour instaurer la charia, mais comment pouvons instaurer une loi sur un État qu'on ne contrôle pas? Ou bien comment instaurer une loi sur un pays qu'on veut contrôler de façon illégale? Parce qu'une loi, si elle n'est pas adoptée par la population, je pense qu'elle n'a pas la bienvenue. Donc il y a beaucoup d'activités sombres qui se mènent en cachette au niveau de ce territoire. Parmi ces activités, on connaît le trafic illicite, le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains ou bien le trafic d'organes humains, l'immigration clandestine, la piraterie. Tous ces problèmes-là, on les sent au niveau du Mali. Donc ça,
ça détermine quand même la situation actuelle dans laquelle le Mali se trouve actuellement. Alors on rappelle qu'on s'est un peu attardé par rapport à la situation du Mali, vu que c'est le pays le plus l'épicentre du Sénégal, oui, c'est l'épicentre comme vous le dites. Donc lors du sommet, le président Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 militaires supplémentaires. Voilà. Donc ça montre également que les enjeux qui sont là-bas. Maintenant, si on s'intéresse à notre pays, le Sénégal, est-ce que si vous devriez peut-être estimer la menace à l'échelle de 1 à 10, vous noteriez combien, je sais pas? La menace terroriste. Si le Sénégal, trouvez-vous que le Sénégal est menacé? Mais bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas un seul État du monde qui est à l'abri du terrorisme. Tous les États sont menacés. On ne doit pas attendre quand même qu'il y ait un attentat pour dire qu'il y a du terrorisme au Sénégal. Mais au Sénégal, on a arrêté combien de terroristes? C'est vrai que dans le renseignement, il y a des informations qui ne doivent pas être partagées par n'importe qui. Mais même si on n'a pas arrêté officiellement des terroristes, mais on a arrêté beaucoup de personnes présumées terroristes. Et dans la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas sanctionner parce qu'on a perpétré un attentat. Mais il faut sanctionner par l'intention. Une personne qui a l'intention de s'adonner à une attaque terroriste, quand on l'attrape, il faut la sanctionner avant qu'il ne se passe à l'action. Donc le Sénégal, faisant frontière avec le Mali, a intérêt à être très vigilant, comme il l'est d'ailleurs. Là, je salue quand même le travail qui est en train de s'abattre sur cette dimension, mais sans que les autorités décideurs qui s'occupent de cette affaire ne dorment sous leur laurier. Aujourd'hui, même la grande puissance militaire et économique qui est les États-Unis a encaissé beaucoup d'attentats. Et je pense que même l'attentat le plus meurtrier, c'est les États-Unis qui l'ont subi. La France, aujourd'hui, qui est présente au niveau du Sahel, qui est engagée, bec et ongle, pour lutter ou bien pour aider ces États-là à stabiliser leur pays, combien d'attentats terroristes le pays a recensé? Il y en a beaucoup. Donc là, c'est l'information, la vigilance et l'implication de l'ensemble des populations quand même qui est le moyen le mieux indiqué pour permettre quand même aux populations d'espérer d'être dans la stabilité. Mais quant à dire que oui, le Sénégal n'a pas encore connu d'attentats terroristes, donc il n'y a pas de terrorisme, ça c'est extraordinaire. Un terroriste, on ne peut pas savoir que telle ou telle personne va être terroriste demain ou ne va pas être terroriste demain. Parce que c'est des recruteurs, ils proposent des opportunités. La manière dont les États proposent des emplois, c'est de cette même manière aussi que les terroristes proposent des emplois et ils profitent de la pauvreté qui est aussi un facteur d'instabilité. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le désespoir. Et avec les ressources et aussi, le terrorisme semble être aussi une activité pour des frustrés ou bien des humiliés. Quelqu'un qui a commis une erreur, par exemple, qui a commis de l'injustice, s'il est pourchassé pour être corrigé, mais s'il a la chance d'intégrer des terroristes, il sait que quand il y arrive, sa vie peut continuer. Il ne va pas hésiter à intégrer. Et il y a même des études, il y a certaines personnes qui ont fait cette étude, même en faisant un rapprochement entre le recrutement des terroristes, en présentant certains jeunes talibés comme étant, je dirais, des cibles pour des terroristes dans le cadre de leur recrutement. Donc je pense que c'est des éléments sur lesquels on a intérêt à prêter beaucoup attention pour ne pas tomber dans des erreurs. On n'est pas à l'abri, voilà. Nul n'est à l'abri avec les terroristes. Exactement. Voilà. Donc on vient de me signaler que le temps qui nous était imparti est achevé. Mais avant de terminer, on vous laisse donner votre dernier message. Oui, vous saluez aussi et vous encouragez dans le travail que vous êtes en train d'abattre parce que vous vous intéressez à des questions qui animent l'actualité. Et aujourd'hui, un État ou bien un pays ne peut pas avancer si tant est que les populations ne sont pas très bien informées. Donc, jeune journaliste que vous êtes, je vous encourage quand même à continuer à faire des efforts pour quand même participer à la conscientisation et à l'éducation de vos sociétés. Parce qu'une société, surtout moderne, a besoin d'être éveillée, conscientisée et informée. D'accord. Nous étions avec M. Souleymane Ba, expert en relations internationales et stratégiques et analyste géopolitique et diplomatique. Voilà. Donc, à nos chers internautes, ne l'oubliez pas, cette émission est pour vous. Alors, n'hésitez pas à réagir à travers les réseaux sociaux, commenter, liker et surtout continuer à vous abonner. Nous savons déjà que vous êtes nombreux à le faire. Continuez à agrandir cette communauté de 3 questions. Voilà. Donc, je remercie du côté de la réalisation M. Sow qui m'a aidé dans la réalisation de cette émission. Nous vous remercions tous et vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans un autre numéro.
Merci beaucoup.